Monsieur. Oui, Christome. C'est vrai que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons? Statistiquement, oui. C'est pas vrai, monsieur, tous les grands postes sont occupés par les hommes. C'est vrai aussi, mais il y a plusieurs raisons à cette contradiction. Le sexisme, évidemment, mais aussi l'autolimitation des femmes à cause du jugement sociétal, sans parler de la carrière mise en arrêt par les grossesses, ou le choix des études amenant des métiers moins bien payés que les hommes. Et c'est vrai qu'il y a 100 ans, les femmes ne travaillaient pas? C'est faux. La grande majorité des femmes a toujours travaillé. Par contre, les hommes leur refusaient les études et l'accès aux écoles. Et c'est là que vous allez nous parler de l'école des femmes. Mais oui, comment le savez-vous? Vous commencez à avoir l'habitude, monsieur. Comme Agnès, ils ne sont pas si naïfs. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et nous allons nous attaquer à une pièce parmi les plus célèbres et engagées de Molière. Tu sais, je veux que tu sois heureuse, et je veux te voir tomber amoureuse. Le délai entre sa dernière pièce, Les Fâcheux, et L'école des femmes est étonnamment long, puisqu'il s'est déroulé 1 an et 4 mois. Ne croyez pas pour cela que Molière n'ait rien fait, bien au contraire. Le père de Molière, Jean Poquelin, 65 ans en 1660, a la charge prestigieuse de valet tapissier du roi. Le jeune Molière s'était détaché de son père, privilégiant le théâtre à la tapisserie, sauf que le décès de son frère, candidat pour la charge de tapissier, ainsi que le retour de la troupe à Paris, changea les choses. Molière se réconcilia avec son père et assura conjointement la charge de valet tapissier avec celui d'écrivain et de directeur de troupe. Quelle chance! Quelle chance! Cela signifiait qu'en tant que valet du roi, il avait le droit et le devoir de se trouver tous les matins au lever de Louis XIV au moins un trimestre par an. Quelle aubaine! Que ce soit au Louvre, à Saint-Germain ou plus tard à Versailles. Cette proximité quotidienne avec le roi lui fut très utile pour sa carrière et pour sa défense face à ses ennemis. Ça, c'est un sacré coup de bol! Nanti de cette nouvelle charge de tapissier, Molière s'acheta une maison entre le Louvre et la place du Carrousel, puisque tout un quartier s'élevait autour des Tuileries, là où se trouve actuellement la pyramide du Louvre et le jardin du Carrousel. Comme beaucoup de ses personnages, dont Arnolphe, qu'il s'apprêtait à écrire, Molière était toujours célibataire à 40 ans. Acteur, il ne pouvait épouser qu'une actrice, vu la dévalorisation de sa profession. Il a été l'amant de Madeleine Béjart, et occasionnellement celui de Mademoiselle Debray, qui jouera Agnès, mais il projetait depuis plusieurs mois d'épouser la jeune Armande Béjart, 19 ans, sœur ou fille de Madeleine, qu'il a littéralement vu grandir. À moi? Ce fut chose faite le 23 janvier 1662, en présence du père de Molière et de la famille Béjart. Que pensait Armande de ce mariage? Avait-elle eu le choix? S'était-elle mariée par ambition? Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. En ce qui la concernait, ce n'était probablement pas par amour, et Molière en souffrit jusqu'à la fin de sa vie. L'année 1662 fut ponctuée de nombreux allers-retours au château de Saint-Germain, où Louis XIV demeurait. Les conditions n'étaient pas très propices pour écrire une pièce. Mais l'idée d'un barbon insupportable voulant épouser une jeune fille innocente... Oh, j'ai peur, je suis une gentille, et je suis poursuivie par un méchant. ...ressurgit dans l'esprit de Molière pour écrire comme un pendant à l'école des Maris. Et comme pour l'école des Maris, Molière s'inspira de son ami décédé, Scarron, avec sa pièce La précaution inutile, où un vieil homme entretient une jeune fille dans l'ignorance depuis l'enfance, dans l'espoir que la bêtise empêchera la jeune fille de le tromper, et bien entendu ces précautions s'avéreront inutiles, puisqu'elle tombera amoureuse d'un beau jeune homme. D'ailleurs, ce thème avait déjà été repris en 1659 avec une pièce de Dorimon, L'école des cocus, qui voulait surfer sur le succès de l'école des Maris. L'idée de l'amant prenant son rival comme confident sans le savoir vient peut-être d'un recueil d'histoires italiennes du XVIe siècle, Les Nuits facétieuses, ou bien d'une farce française du début du XVIIe siècle. Évidemment, le parallèle entre Arnolphe Agnès d'un côté et Molière Armande de l'autre se fait assez rapidement. De toute évidence. Mais il est trompeur. Le couple s'entendait bien en 1662. Molière n'était pas du tout un Arnolphe, et jamais Armande Béjart ne fut envisagée pour le rôle d'Agnès. Et si les filles te semblent fragiles? L'école des femmes est une pièce en 5 actes en vers, représentée pour la première fois le 26 décembre 1662. Oui, le lendemain de Noël. Elle comporte 9 personnages, 7 hommes et 2 femmes. Arnolphe. Il est présent 34 scènes sur 37, autrement dit quasiment toute la pièce. Il a 42 ans, ce qui à l'époque le classe déjà parmi les barbons.
Il vient de se faire anoblir et désire se faire appeler Monsieur de la Souche. Et ce double nom sera important pour que l'on comprenne pourquoi Horace ne peut s'imaginer que son confident et celui qui séquestre Agnès soient une seule et même personne. Cela permet aussi à Molière de placer une pique contre les nouveaux anoblis ou ceux qui se rajoutent des surnoms à particules, comme Thomas Corneille dont il fait ouvertement référence avec son Monsieur de Lille. Arnolphe, aka Monsieur de la Souche, a une fixette, le cocufiage. Bon, en même temps, Saint Arnolphe est le saint patron des maris trompés. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Le prénom n'est vraiment pas choisi par hasard. Célibataire, il ne cesse de se moquer des maris trompés, et il est convaincu qu'il ne lui arrivera jamais un tel déshonneur, parce qu'il a LE plan parfait. Il y a plusieurs années, il s'est acheté, le mot n'est pas exagéré, une petite fille de 4 ans. Il l'a fait élever dans un couvent en demandant qu'on la fasse la plus ignorante possible parce qu'il est convaincu qu'une fille extrêmement bête n'aura jamais la présence d'esprit de le tromper. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Arnolphe est non seulement d'une grande misogynie, mais il est aussi maltraitant et très imbu de lui-même. La pièce nous montrera tout de même une évolution du personnage. Il fut joué par Molière, 40 ans, qui incarne souvent les personnages monomaniaques qu'il écrit. Horace, notre jeune premier, est vraiment l'homme parfait. Naïf mais honnête, jeune, beau, sincèrement amoureux d'Agnès dont il ne souhaite que le bonheur, il est un vrai chevalier blanc. On ne le voit que très peu, les 4 premiers actes, puisqu'il n'a que 3 scènes. Et ce sont 3 scènes de confidence avec Arnolphe. Il est beaucoup plus présent à l'acte 5, où le public le voit enfin interagir avec Agnès, sans que ce ne soit une scène racontée. Horace sait qu'Agnès est ignorante de quasiment tout, mais il l'admire justement pour son intelligence et sa rapide capacité d'apprentissage. Lorsqu'il pense que son père va la marier à quelqu'un d'autre, il est paralysé, incapable de peiner son amante ou son père. Non, vraiment, c'est l'homme sans défaut. Il fut joué par Lagrange, 27 ans, habitué au rôle de jeune premier. Agnès. Si l'on s'en tient aux statistiques, Agnès, 17 ans dans la pièce, est un petit rôle. Elle ne parle que dans 6 scènes. Une à l'acte 1, une à l'acte 2, une à l'acte 3, elle est absente de tout l'acte 4, et elle n'est présente que la moitié de l'acte 5. Et pourtant, toute l'intrigue repose sur elle. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Chacune de ses apparitions est mémorable. Agnès est une bouffée de fraîcheur, d'innocence et de sincérité dans la pièce. Et ne parlons même pas de son évolution, où la gentille petite fille obéissante de l'acte 1 se transforme en femme qui sait ce qu'elle veut et qui elle veut à l'acte 5. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur ce rôle. Le personnage fut joué par la jolie mademoiselle Debris, 32 ans, qui a trouvé en Agnès le rôle de sa vie. Elle l'incarnera 20 ans durant. Alain, c'est le serviteur Ignare, un paysan lourdeau et cupide digne des farces de la Commedia dell'arte, formant un duo comique avec Georgette. Il apparaît sporadiquement, mais il est présent dans tous les actes de la pièce. Il fut joué par Brécourt, 24 ans, un nouveau venu dans la troupe qui venait du Marais et qui ne resta que 2 ans avant de partir pour l'hôtel de Bourgogne. Georgette, c'est le pendant féminin d'Alain, dont elle est quasi inséparable, une servante paysanne, lourdaude et cupide. Il n'y a qu'une seule scène où elle est séparée d'Alain, c'est quand Arnolphe lui demande si Agnès était triste de son départ. Comme son compagnon, elle est présente sporadiquement dans tous les actes, même si elle est muette à l'acte 5. La personne jouant ce rôle est sujet à caution. Peut-être la patience de Marie Ragnaud, dit mademoiselle Marotte, a payé. La future épouse de Lagrange n'avait jamais joué jusqu'ici, elle n'était que receveuse durant les spectacles. La Duparc venait à peine d'accoucher, donc ça serait possible que Molière ait cherché une actrice. Sauf que, il ne faut pas oublier Madeleine Béjart, spécialiste des rôles de servante, qui aurait été plus logique pour le rôle. Il est même possible que son frère, Louis Béjart, se soit travesti, vu qu'on lui confiait souvent le rôle de vieille femme. Il est certain que Mademoiselle Marotte ait hérité du rôle en 1685, mais probablement pas à sa création. Chrysalde, c'est l'homme raisonnable, celui qui dit ce qu'il faut penser et qui apporte un contraste avec la folie de l'antagoniste. Ils ne sont pas liés par le sang, contrairement aux 2 personnages équivalents de l'école des maris, du coup on peut se demander comment ils ont pu se trouver amis. Il n'est présent qu'au tout début de la pièce, on ne le revoit plus qu'à une scène de l'acte 4, puis les 3 dernières scènes de l'acte 5. Joué par Lespi, 59 ans, dont c'est le dernier rôle avant de prendre sa retraite. Salut, bande de nuls! Un notaire.
Ce personnage est présent seulement pour le gag, à l'acte 4 pour une scène où il se fait snober de façon très farcesque par Arnolphe avant de partir scandalisé la scène suivante. L'acteur jouant ce tout petit rôle est inconnu. Oronte, le père d'Horace, n'est présent seulement que les 4 dernières scènes de la pièce. Il n'est pas caractérisé autrement que comme le père du jeune premier. Mais c'est pas un pantalonné, plutôt un bon bourgeois sans histoire. L'acteur jouant ce tout petit rôle est inconnu. Enrique, son existence est annoncée dès l'acte 1, mais il n'apparaît que dans les 4 dernières scènes de la pièce pour la révélation finale. L'acteur jouant ce tout petit rôle est inconnu. Sache que t'as en toi une force qui se déploie. Acte 1. Arnolphe annonce à son vieil ami Chrysalde qu'il va se marier dès demain avec une jeune femme. Chrysalde s'inquiète, sachant qu'Arnolphe n'a pas cessé de se moquer des cocus. Arnolphe veut le rassurer en lui révélant qu'il y a des années, il a pris une enfant de 4 ans, qu'il l'a fait élever dans l'ignorance la plus totale jusqu'à ses 17 ans, et que c'est elle qu'il va maintenant épouser, parce qu'il est convaincu que plus une femme est sotte, plus elle lui sera fidèle. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Chrysalde en doute beaucoup, mais accepte l'invitation à souper d'Arnolphe pour le soir. Il l'appelle par son prénom, mais Arnolphe se fâche. Nouveau noble, il veut désormais qu'on l'appelle Monsieur de la Souche. Chrysalde sort et Arnolphe se présente au logis qu'il avait quitté depuis 10 jours. Le couple de serviteurs, Alain et Georgette, rechigne à lui ouvrir. Après un intermède comique entre le maître et les 2 serviteurs, on voit une Agnès très sage fabriquer des cornettes. Tous rentrent, sauf Arnolphe, qui repère le jeune Horace et qui le reconnaît comme le fils d'un de ses meilleurs amis. Les 2 hommes s'embrassent avec joie, on voit un Arnolphe généreux lui donner les 100 pistoles qu'il lui demande et qui écoute avec plaisir des nouvelles d'Horace, jusqu'à ce que le beau jeune homme lui révèle qu'il est tombé amoureux d'Agnès, gardée par un certain de la Zousse ou Souche, qu'il est déjà entré plusieurs fois dans le logis en payant les serviteurs, et lui demande de garder le secret. Voici Arnolphe devenu le confident de son rival. Acte 2. Arnolphe veut vérifier les dires d'Horace. Il convoque d'abord ses 2 serviteurs et les bat en punition. Il sort pour reprendre haleine et Alain tente d'expliquer à la stupide Georgette le concept de jalousie, en comparant la femme à un potage. Celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Arnolphe revient et les serviteurs font venir Agnès. S'ensuit de longues scènes où Agnès décrit très innocemment les venues d'Horace et son amour naissant pour le beau jeune homme. Arnolphe enrage à voix basse et craint qu'Horace ne soit allé plus loin encore. C'est le passage du Il serait bon de l'éloigner de cet amour qui pourrait devenir fécond, si tu vois ce que je veux dire. Fort heureusement pour Arnolphe, Horace n'a pris Agnès qu'un ruban. Arnolphe parle de mariage, Agnès souhaite se marier avec Horace, mais évidemment, Arnolphe est contre. Il ordonne d'accueillir Horace à coups de pierre la prochaine fois qu'il arrivera, et il renvoie Agnès au logis en parodiant un vers d'une pièce de Corneille. Qu'est-ce qu'on risque? Acte 3. Arnolphe est content. Il a vu Alain et Georgette chasser Horace et Agnès lui lancer une pierre, comme convenu. Il annonce à Agnès son intention de l'épouser, il lui explique sa conception très inégalitaire et misogyne du mariage, en lui faisant la leçon et en lui faisant lire les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée, renvoyant la femme à un statut de quasi-esclave et prisonnière. Arnolphe la renvoie ensuite au logis, se félicitant de pouvoir tordre l'esprit d'Agnès comme un morceau de cire. Horace arrive, et Arnolphe fait semblant de le plaindre et d'écouter ses malheurs avec peine alors qu'il jubile, mais il change complètement de visage lorsqu'Horace lui apprend un coup de théâtre. Avec la pierre lancée, Agnès avait enroulé une lettre très touchante et innocente où la jeune femme lui déclare son amour. Il révèle ainsi la morale de la pièce, la meilleure école pour les femmes, c'est l'amour. Arnolphe se sépare vite d'Horace et peste contre la ruse d'Agnès, tout en découvrant un nouveau sentiment en lui. Il éprouve de l'amour pour celle qui vient de le trahir. Acte 4. Arnolphe décrète l'état de siège dans sa maison pour contrer Horace. Tout à ses réflexions, il ne voit ni n'entend le notaire qui est venu pour le contrat de mariage et qui est vite renvoyé chez lui. S'ensuit une scène comique où Arnolphe va entraîner ses serviteurs à dire non à Horace en jouant le rôle du jeune homme et en se faisant copieusement insulter et bousculer par Alain et Georgette qui ne demandaient pas mieux. Il les renvoie, mais voilà qu'Horace revient se confier à Arnolphe qui écoute sans parler. Il apprend que ses précautions se sont révélées vaines, car Agnès avait fait discrètement entrer Horace par la petite porte du jardin et l'a fait monter dans sa chambre. Horace apprend à Arnolphe qu'il va monter voir Agnès cette nuit en escaladant le balcon. Arnolphe se lamente sur ses précautions inutiles, entre Chrysalde qui vient dîner, comme promis. Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Arnolphe les conduit.
Chrysalde lui fait cependant un discours de raison sur le cocufiage qui ne doit ni être passé par-dessus la jambe, puisqu'il y va de l'honneur, ni être si fortement craint, puisque ça ne dépend pas que du mari, et qu'il faut donc fuir les extrémités. Arnolphe convoque de nouveau Alain et Georgette et leur révèle son plan, attendre qu'Horace monte au balcon pour l'accueillir avec des coups de bâton. Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Acte 5, Arnolphe est désespéré, car son plan a trop bien marché. Horace a pris des coups de bâton, il est tombé du balcon et il est étendu, probablement mort par terre. Sauf que, évidemment, Horace surgit bien vivant. Il est tombé du balcon juste avant de recevoir les coups de bâton et il n'a été assommé par terre qu'un petit moment. Agnès a réussi à sortir de chez elle et elle s'est résolue à s'enfuir avec lui. Horace demande même à Arnolphe d'accueillir Agnès chez lui un jour ou deux. Bien entendu, Arnolphe accepte et enveloppe son bas de visage de son manteau. Horace confie donc Agnès à celui qu'il croit être son ami et il part après un échange amoureux avec elle. Arnolphe se démasque et se confronte à Agnès qui lui répond point par point, lui avoue sans honte qu'elle ne l'aime pas et qu'il en est d'ailleurs le seul responsable. Arnolphe s'apprête à la frapper mais ne réussit pas à la battre, désarmé par son amour envers la jeune fille. Il prétend être prêt à renoncer à tous ses principes et essaie de la séduire. Ne me quitte pas. Mais échoue lamentablement. En colère, il la renvoie dans la maison en la menaçant du couvent. Horace arrive avec une très mauvaise nouvelle. Son père Oronte arrive pour le marier avec la fille d'un certain Enrique, le beau-frère de Chrysalde qui revient d'Amérique, où il s'est enrichi. Qui s'en revient des Amériques? Où j'ai vu beaucoup d'Américains. Il supplie Arnolphe de convaincre son père de renoncer à ce mariage arrangé. Chrysalde, Enrique et Oronte entrent, et bien entendu, Arnolphe trahit Horace en encourageant le mariage du jeune homme avec la fille d'Enrique. Chrysalde l'appelant Monsieur de la Souche, Horace comprend enfin qui est véritablement Arnolphe. Agnès entre de force, suivie par Alain et Georgette, mais Oronte et Chrysalde lui révèlent qu'Agnès est la fille d'Enrique, qu'il est venu chercher. Arnolphe s'enfuit, ne pouvant plus parler, et le mariage entre Horace et Agnès peut donc se conclure. Fin de l'histoire. Comme toutes les filles, ce sera pas facile. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. C'est un sale con! Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier il donne des désirs. La femme est en effet le potage de l'homme, et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Elle vous croyait voir de retour à toute heure, et nous n'ayons jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prie pour vous. Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents, dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que vous êtes un fou fieffé. Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit, la fille qu'autrefois de l'aimable Angélique sous des liens secrets eut le seigneur Henrique? Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je cède à des transports si doux. Mais moi je crois en toi. Encore une fois, le Deus Ex Machina permet de tout régler. Franchement, quelle probabilité y a-t-il pour qu'Agnès soit la fille du seigneur Henrique, beau-frère de Chrysalde, qui revient d'Amérique après 14 ans, Où j'ai vu beaucoup d'Américains. et qui a miraculeusement retrouvé sa trace? Mais, comme souvent dans Molière, la vraisemblance n'a pas sa place. Un des principaux reproches faits à la pièce à l'époque est paradoxalement ce qui en fait une des plus grandes qualités aujourd'hui, l'évolution des personnages. Bien entendu, c'est Agnès qui a l'évolution la plus criante. La gentille indifférente de l'acte 1 qui prépare des cornettes n'a plus rien à voir avec la lionne de l'acte 5 qui dit ses 4 vérités à Arnolphe et qui se bat pour sortir de la maison où elle est séquestrée. Agnès est une réponse du XVIIe siècle. Elle est l'argument de la pièce L'école des femmes. L'amour l'éduque, puisqu'Arnolphe l'a empêché d'acquérir la moindre éducation. Molière aurait pu
en faire soit une jeune première conventionnelle et passive, ce qu'elle n'est pas, soit un personnage farcesque stupide. Ces réflexions innocentes des actes 1 et 2 ne font d'abord penser à cette direction, mais le point de bascule de l'acte 3 et du message adressé à Horace nous font changer d'avis. Le reproche qu'elle fait à son mauvais tuteur à l'acte 5 scène 4 est lourd de sens. Crois-t-on que je me flatte? Et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte. Arnolphe est sans conteste l'antagoniste de la pièce. Il est ce qui se rapprocherait le plus du pervers narcissique. Manipulateur, imbu de sa personne bien plus que de celle qu'il veut épouser, refusant de reconnaître ses torts et essayant de culpabiliser sans honte son entourage de ses propres échecs, alternant entre la douceur et l'agressivité. Bon, a priori, il est monomaniaque et impossible d'évolution, irrécupérable. Mais pourquoi me veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Et pourtant, n'y a-t-il pas quelques lueurs d'espoir? A-t-il des circonstances atténuantes? Est-il autre chose que détestable? Il a proposé de l'argent à celle qu'il pensait être la mère d'Agnès. Elle lui a donné la petite fille, toute contente d'être débarrassée de ce fardeau. Et ce n'est pas surprenant. Au XVIIe siècle, avec les différentes guerres de Louis XIII puis Louis XIV, la grande majorité des habitants vit dans la pauvreté, la violence, les disettes, les épidémies, et les enfants en sont les premières victimes. Les abandons de bébés ou d'enfants en bas âge sont assez fréquents, et les recueillir est effectivement un geste de charité. Intégrer Agnès dans un couvent, là encore, il n'y a rien de surprenant. Beaucoup de parents faisaient cela, et les filles de l'époque n'avaient généralement que deux choix. Le mariage arrangé par les parents, ou le couvent. Après tout, Agnès sait lire, écrire et broder. Cette soi-disant ignorante en sait plus que beaucoup de femmes de l'époque, qui quittaient peu un périmètre de 50 km autour de chez elles et qui ne savaient ni lire ni écrire. Arnolphe est l'antagoniste, mais il n'est pas un monstre. On le voit généreux et amical avec Horace à l'acte 1, on le voit ressentir de l'amour à l'acte 3 et 5, on le voit quasi prêt à abandonner tous ses principes pour tenter de faire éprouver un peu d'affection à Agnès. En vain, évidemment, car il était bien trop tard. Personnage comique, Arnolphe peut aisément être joué également personnage tragique. Avec le point de vue des actions d'Arnolphe, Molière dénonce la place des femmes dans une société commandée par les hommes et le peu de place donnée à leur éducation. C'est aussi, et les dévots de l'époque l'ont très bien compris, une critique de la religion chrétienne. Qui a pu l'idée que les femmes sont des pécheresses par nature, tournées naturellement vers le mal? Qui encourage l'ignorance des femmes et la mainmise du père puis du mari sur le destin des femmes? À ce propos, comme dirait Tchouki, parlons-en des fameuses maximes du mariage de l'acte 3. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Les dévots en ont vu une parodie des 10 commandements. Peut-être ont-ils eu raison. Mais surtout, ces maximes caricaturent à peine ce que la bienséance refusait aux femmes mariées. Interdiction de paraître belle à d'autres qu'à leur mari, interdiction de recevoir de la visite, de jouer, de se rendre dans des salons, de se maquiller, interdiction même de posséder du papier et de l'encre. Ces maximes décrivent l'enfermement physique et psychologique de la femme mariée. Est-ce que Molière décrivait la vie de sa mère, bourgeoise, fille et épouse de tapissier, morte lorsqu'il avait 10 ans? On ne pourra sans doute jamais le savoir. L'école des femmes mélange la farce et la comédie de mœurs, un cocktail déconcertant mais pas nouveau. Shakespeare, dans ses comédies, comme dans ses grands drames, incorporait toujours des éléments farcesques. Il n'empêche que cela a choqué le public guindé parisien, venu regarder une grande comédie en 5 actes en vers, et se retrouvant avec des coups de bâton, des références grivoises, et l'éveil d'une jeune fille à l'amour, avec une Agnès qui n'a pas appris la pudeur des jeunes premières habituelles. L'école des femmes fut un véritable succès, mais tous les reproches faits à cette pièce créeront une véritable polémique dans le Paris de 1663, polémique entretenue par les frères Corneille, le jeune auteur Donneau de Visé et les dévots. Molière y répondit en ayant l'idée d'adjoindre à l'école des femmes une sorte d'appendice en un acte, joué à la suite de la grande pièce le 1er juin 1663. Ce fut la critique de l'école des femmes. Molière réussira-t-il à répondre à toutes les critiques? Va-t-il éteindre la polémique ou l'accentuer au contraire? Il faut le lire pour le savoir. L'école des femmes, c'est l'amour.
Du moins, l'amour apprend aux femmes la ruse et la détermination. L'école, elle nous apprend la ruse, monsieur? Vu les différentes combines que vous trouvez pour tricher, ne pas faire vos devoirs ou faire vos bêtises en cachette, le mot n'est pas trop fort en effet. C'est pas faux. Et vous les filles, surtout, apprenez et ayez confiance en vous. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse.